Un café, l'audition, le magazine du développement durable et de l'économie solidaire, magazine proposé par l'association Evaleco et animé ce soir par Geneviève Fontaine. Bonsoir Geneviève. Et par Philippe Chemelin. Bonsoir à toutes et tous. Et ce soir, le thème de l'émission, ce sera le temps. Thème qui est retenu pour un séminaire organisé et animé cette semaine par le Centre de recherche en sciences sociales de la coopérative Tetris. Geneviève. Oui, alors on n'avait pas prévu la météo, donc on parle pas de ce temps-là. On parle effectivement du temps de la vie quotidienne, du temps des physiciens. Donc le Centre de recherche de Tetris, donc de la SCIC qui est installé à côté de la gare dans le quartier de la Marie-Garde, est un centre de recherche qui est appliqué au territoire et qui fait travailler ensemble, qui propose à des chercheurs de plusieurs disciplines de travailler ensemble. Et donc avec des acteurs bien sûr, et à côté des acteurs et avec les acteurs, il y a aussi bien des physiciens, des chimistes, des biologistes, mais aussi des philosophes, des sociologues, des économistes, des sciences de gestion, etc., etc. Et pourquoi le thème du temps ? Et ben en fait, il fallait trouver des thèmes qui puissent croiser. C'est très rare en fait les temps de rencontres entre chercheurs et entre acteurs et chercheurs autour interdisciplinaires qui croisent des champs disciplinaires différents. Et donc on s'est un peu creusé la tête et en fait on a trouvé que pour cette année 2018, on allait faire 2 séminaires. Le premier sur le temps, parce que finalement toutes les disciplines scientifiques abordent la question, ou en tout cas parlent de temps sans forcément avoir une réflexion dessus, mais se base là-dessus. Et le deuxième, qui sera au mois d'octobre ou début novembre, ça sera sur la valeur, parce que là aussi c'est une notion qui croise tous les champs disciplinaires. Mais pour l'instant, on a un programme sur le temps. Aujourd'hui et demain. Et nous accueillons donc nos amis qui ont participé cet après-midi à cette première partie. Bernard Perrin. Bonjour. Quentin Fontaine. Bonjour. Jocelyn Paris. Bonjour à tous. Et Claire Notz. Bonjour. Et donc chacun et chacune ont exposé un regard particulier sur le temps. Et Jocelyn, tu as parlé toi plutôt du temps des physiciens. Oui Philippe, j'ai essayé de faire une petite synthèse de ce qu'on entendait par temps chez les physiciens. C'est un sujet très très vaste. Tant le temps peut recouvrir beaucoup de choses. Ça peut être un temps de durée indéfinie, ça peut être des instants précis. Et j'ai commencé par expliquer effectivement ce qu'on entendait par temps en partant des flèches du temps, les flèches du temps cosmologique et la flèche du temps thermodynamique. Et moi, j'ai retenu que tu avais parlé du temps ressenti comme une émotion, celui qu'on ressent tous, notre notion du présent, du passé, du futur, et que tu as élargi ensuite sur un temps peut-être un petit peu plus abstrait, qui pour moi ressemble plus à ce que j'imagine être le temps des physiciens, qui est plus dans l'abstraction, qui est plus proche des mathématiques. Oui, bien sûr, parce que pour moi c'est important quand même, parce que d'abord, et c'est une tautologie, un physicien c'est aussi un être humain, et puis le physicien était dans le passé défini comme un philosophe qui parlait des choses de la nature. Alors même si l'acception actuelle de ce terme colle de moins en moins, aujourd'hui le physicien tel qu'il est vu dans le dictionnaire, au moins c'est quelqu'un qui étudie la matière et les interactions. Moi je veux que le physicien aussi continue à avoir ce regard sur la nature, sur tout ce qui nous entoure, sur l'environnement. Mais on entend souvent de toute façon les grands physiciens avoir des développements philosophiques. Tout à fait. Voire même parfois religieux. Et on se rend compte aussi, tu parlais tout à l'heure des développements beaucoup plus physiques, etc. On se rend compte que les développements récents, notamment de la cosmologie, rejoignent de très très près les préoccupations philosophiques aussi que nous avons tous. Les premières étapes que tu as décrites, c'était, si tu veux bien les rappeler pour tout le monde, les visions qu'on avait au fil du temps, avec la Terre
plate au début et puis comment ça a évolué? Les visions, oui, elles ont été multiples, bien sûr, parce que de tout temps, je pense, c'est le cas de le dire, de tout temps, l'être humain s'est penché sur son environnement, a voulu essayer de comprendre et de savoir ce qui l'entourait, ce sur quoi il reposait, et c'est l'environnement qui est immédiat au moins qu'il avait, parce qu'avant on ne bougeait pas beaucoup, maintenant on bouge beaucoup plus, donc l'environnement immédiat on connaît davantage. Alors effectivement, on définissait avant ce qu'on appelle des modèles du monde. Modèle du monde, ça a été le monde sur les tortues, ça a été des cylindres aplatis, ça a été la Terre plate avec des sphères qui tournaient autour, parce que évidemment en levant les yeux on a vu très tôt qu'il y avait comme des lampadaires, des lumignons qui étaient dans le ciel, avec un gros lumignon le soleil et puis quelque chose d'un peu différent qui n'éclairait pas toujours de la même façon, la lune, etc. Et puis des lumignons qui paraissaient fixes. Donc, et puis au milieu de cette sphère des fixes, comme on l'appelait, il y avait des lumignons qui bougeaient un petit peu, que les anciens Grecs ont appelé les planètes, les astres errants. Alors, cette vision, elle a perduré grâce à l'Almageste de Ptolémée jusqu'à Copernic. Copernic qui a repris une vision qui avait des... 14e siècle, 15e siècle je crois me souvenir, c'est le 15e siècle, Copernic. Copernic qui a remis en mode, parce qu'il y a quelques anciens Grecs aussi qui l'avaient très peu, d'un modèle plutôt... centré sur la Terre. Centré sur la Terre. Ouais. Et là, centré sur le Soleil. Donc on est passé d'un modèle centré sur la Terre à un modèle héliocentrique. Tout à fait. Ouais, centré sur... Et donc ce que tu nous expliquais, et ce qui était passionnant dans cette intervention, c'est qu'effectivement, il n'y avait pas de définition réellement du temps chez les physiciens avec quelque chose, mais le temps était omniprésent dans cette pensée, mais qu'il était relié, il était sans cesse en interaction et avec une représentation du monde. En fait, que ça pouvait pas être que c'était la totalité qui était pensée, et que le temps finalement était une variable qu'on avait introduit, que c'est Galilée, je crois que tu nous as dit, qu'il avait introduit. Et peut-être je me trouve, ou Newton, j'en sais rien, je me souviens plus. Newton. Voilà. Et que en fait il y avait pas. C'est une variable dont les physiciens se servent, mais sans forcément avoir une définition du temps. Jusqu'à un certain temps, ça a été comme ça, effectivement, parce que le temps est indissociable du tout. On baigne complètement dans le temps, tout baigne dans le temps. Alors, effectivement, ça a été au départ un temps astronomique, le temps de succession d'événements périodiques qui revenaient, les saisons, le soleil qui se levait, qui se couchait, l'alternance du jour et de la nuit, et on a défini des calendriers, des temps comme ça, à partir de cette alternance jour-nuit et des saisons du soleil qui apparemment tournait autour de la Terre. Et puis évidemment, assez récemment, dans les années 1960, les physiciens se sont créés un temps de laboratoire beaucoup plus stable, beaucoup plus pratique à étudier, et qu'on pouvait justement étudier en laboratoire, qui est le temps de la seconde astronomique, qui est devenue l'unité du système international du temps pour les physiciens, qui lui est défini à partir des horloges électroniques, et qui est à peu près décorrélé, c'est une fréquence. Donc ça n'est plus un calendrier, on ne sait pas quel jour on est, on ne sait pas quelle année on est, mais c'est une fréquence très 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 régulière, fréquence qui dérive à peu près d'une seconde tous les 10 millions d'années, donc c'est une base de temps très très stable sur laquelle on peut travailler. Mais ça c'est pour faire des calculs techniques. Mais avant les années 60, il y a quand même et après Newton, il y a quand même eu la théorie de la relativité générale et l'apparition de l'espace-temps. Le temps qui n'est plus considéré comme un phénomène en tant que tel. Et Quentin. Oui, Quentin, oui. Oui, donc il y a plusieurs choses. Je pense que d'un point de vue physicien, le temps c'est aussi un paramètre dans les équations souvent. Et c'est vrai que il y a eu cette révolution de la relativité restreinte. Qui a été en fait associée à une découverte assez fondamentale dans la physique, c'est le fait que la vitesse de la lumière est une vitesse limite qu'on ne peut pas dépasser. Pour propager une information, on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. Donc ça, c'est une expérience qui a été... c'est une découverte qui a été faite à la fin du 19e siècle, ouais. Par l'expérience notamment de Michelson et Morley. Donc la lumière, c'est une onde électromagnétique, et on pensait à cette période-là que pour propager une onde, comme par exemple une vague à la surface de l'eau, il fallait de la matière.
En l'occurrence, dans l'eau, il faut des particules d'eau, il faut quelque chose pour supporter la vague. Et la lumière, qui est une vague, une onde aussi, on pensait qu'il y avait forcément quelque chose pour la supporter. Et on croyait alors à la théorie de l'éther. Donc tous les corps célestes baignaient dans une espèce d'éther qui supportait la propagation de ces ondes lumineuses. Et donc on s'est dit, la Terre a une vitesse qui est propre puisqu'elle tourne autour du Soleil, et le Soleil lui envoie des particules de lumière qu'on appelle des photons. Donc la vitesse de la Terre plus la vitesse de ces photons devrait s'additionner en fait. Donc on devrait être capable de mesurer des variations de la vitesse de la lumière en fonction de l'endroit où on se place sur Terre en fait. Mais Michelson et Morley sont allés partout autour de la Terre, en Australie, en Amérique, en Europe. Ils ont refait la même expérience et ils n'ont jamais vu de déviation. Merde alors. Donc la vitesse, donc c'est la vitesse de la lumière. De ça en découle que la vitesse de la lumière est une constante. Et ça a totalement révolutionné notre façon de voir les choses. Parce que du coup, s'il y a une vitesse limite, ça veut dire qu'intrinsèquement, l'espace et le temps sont couplés. En fait, on peut plus simplement voir notre univers comme un univers à 3 dimensions, euclidien, comme les Grecs le voyaient, mais un univers à 4 dimensions, qu'on appelle minkowskien. Et voilà, après les choses se compliquent un peu, mais... Donc ça a bougé au fil du temps. On va continuer cette conversation autour du temps avec toi, Bernard, si tu veux bien. Pour toi, les physiciens nous ont volé le temps. Oui, effectivement. Ils nous ont pris la tête, quoi. Pour moi, effectivement, les physiciens se sont appropriés le temps. Alors, effectivement, je dirais, dans l'Antiquité, c'était juste que l'élite, les astronomes qui regardaient les astres, etc. Mais en fait, depuis Galilée, maintenant, effectivement, depuis 300-400 ans, et de plus en plus maintenant, les physiciens sont appropriés le temps. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'on avait une définition, par exemple, de la seconde, qui datait des Babyloniens. Et effectivement, en 87, les physiciens ont donné une nouvelle définition de la seconde, alors qu'avant la seconde, c'était la 86 400e partie d'une journée. Donc ça, tout le monde comprenait à peu près. Voilà. Oui, c'était 24 heures par 60 minutes, par 60 secondes. Maintenant, on nous parle que c'est des vibrations, les 9 milliards de vibrations du je sais pas quoi, du césium 133. Donc n'importe comment, le commun des mortels, il sait pas ce que c'est que le césium 133 et 9 milliards de vibrations, il voit pas du tout ce que c'est. Donc c'est vrai que quelque part... Alors que la seconde, habituée, on est capable de la vivre. Voilà, la seconde, on la vivait, et puis on savait que c'était une toute petite partie de la journée. Là maintenant, c'est des vibrations. On nous dit que les 9 milliards, c'est 9 milliards de vibrations. Donc c'est vrai que quelque part, moi j'accuse un peu les physiciens, les scientifiques de s'être approprié le temps. Hein. Alors c'est vrai que moi je sais que quand j'ai effectivement préparé, je dirais cette intervention, il y avait un proverbe chinois moi qui m'avait effectivement interpellé et qui disait effectivement les hommes voient le temps qui passe et le temps voit les hommes qui passent. En fait, quelque part, on avait une sorte de deux définitions du temps. On avait la définition du temps vu par l'homme, donc le côté humain qu'on appelle le côté psychologique, et puis le côté effectivement plus ouvert, le côté sur l'univers, le temps, lui, il voit les hommes qui passent, etc., etc. Et donc, quelque part, pour moi, effectivement, il y a vraiment deux temps. Il y a le temps des physiciens, donc le temps des scientifiques. Alors, effectivement, dans l'Antiquité, c'était les astronomes qui regardaient les astres, etc. Donc, c'était réservé à une élite. Alors que maintenant, effectivement, les physiciens, c'est plus réservé à une élite. Tout le monde essaye de comprendre ce que c'est que les trous noirs, ce que c'est que les trous de verre, etc. Et donc c'est vrai que c'est évolué. Mais pour moi, quelque part, on a pris le temps, mon temps humain. Mais est-ce que c'est pas justement intéressant de cette confrontation entre le temps sensible, celui qu'on vit, le temps de l'émotion, la seconde qui passe, elle peut être joyeuse, triste, etc. Mais en même temps, l'expérience intellectuelle d'un temps plus abstrait. Oui, bien sûr, non, mais c'est sûrement intéressant. D'ailleurs, moi, je m'y suis fortement intéressé. Mais c'est pour ça que je me dis, mais de ce fait-là, il nous confisque parce qu'en final, maintenant, il y a un langage ésotérique qui fait qu'on comprend pas tout, on comprend pas complètement ce qui peut être dit. Pour essayer de comprendre, par exemple, la notion des trous noirs. Quand on nous dit que le trou noir est à 13 milliards d'années-lumière, pour nous, effectivement, un trou noir, on ne sait pas ce que c'est, et 13 milliards d'années-lumière, on ne sait pas ce que c'est. Ouais. Donc, c'est ça mon reproche. Et
Oui, et ce qui est intéressant, mais Bernard développera après les informations régionales, c'est que dans ton intervention, ce qui était très intéressant, c'était aussi le côté le temps est une définition politique. Au fil des siècles, la définition du temps et en particulier de la mesure du temps, l'appréhension du temps et la mesure du temps, au travers de la définition de la journée, de la définition du calendrier, a été éminemment politique, avec effectivement une grande partie par le pouvoir religieux et puis successivement. Voilà. Donc on est quand même que ça soit les physiciens tout est donc politique. Un café et l'audition, le magazine du développement durable et de l'économie solidaire. On continue cette conversation sur le temps qu'on a commencé tout à l'heure avec Jocelyn et Quentin sur le temps des physiciens. Et Bernard, tu disais que les physiciens nous ont volé le temps. Moi, je suis persuadé qu'il n'y a pas que les physiciens qui nous ont volé du temps. Je suis persuadé qu'il y a eu d'autres. Oui, non, mais c'est vrai qu'effectivement le temps, dès qu'on a pu diffuser le temps, etc., les politiciens, les religieux sont emparés du temps. Mais c'est vrai que moi, dans mon intervention, moi, ce que je voulais, c'était à la base de mesurer le temps. Et c'est vrai que quand on fait l'analyse historique, on s'aperçoit que la première analyse du temps, on le retrouve chez les Égyptiens. Dans la tombe de Toutankhamon ou dans sa tombe, il y a 12 babouins. Alors effectivement, on s'est posé la question, pourquoi 12 babouins ? Parce qu'en final, ces 12 babouins, c'était les 12 heures de la nuit et chaque babouin urine environ une fois toutes les heures. Donc en fait, on avait là une sorte d'horloge à urine. Voilà. Et donc moi, je suis parti de cette horloge à urine jusqu'à l'horloge atomique, où effectivement, là, il y a une évolution technologique qui est importante. Il y avait un babouin avec une grande aiguille, un babouin avec une petite aiguille. Non, le babouin, ils sont tous du même format. Et donc, pour en revenir après à l'appréhension du temps, c'est vrai que dès qu'on a pu avoir des techniques et dès qu'en fait on a pu avoir des clochers, par exemple l'église, donc vers le 11-12e siècle, les églises ont eu des clochers et donc on a mis des cloches. Et donc, l'église a commencé à s'approprier. Alors déjà, juste pour les temps de prière, où effectivement on sonnait quand il fallait faire la prière. Et après, les églises se sont mis à sonner toutes les heures. Après, il y a eu dans certaines villes où on n'était pas d'accord que ce soit l'église qui indique l'heure, donc on a fait des beffrois sur les hôtels de ville, et c'est le beffroi qui indique l'heure. Donc c'est vrai qu'il y a eu ce problème politique, on a appréhendé l'heure. Aujourd'hui, maintenant, on a évolué, on est sur des fuseaux horaires mondiaux, mais les fuseaux horaires mondiaux, quand on voit la taille des fusées et le dessin, on s'aperçoit que les dessins sont faits pour des raisons politiques, quelquefois religieux, mais souvent politique. Donc c'est vrai que en fait le temps et la diffusion du temps, c'est resté quelque chose qui est quand même très politique. Ça l'était avant et ça l'est toujours. Et donc le fait qu'on soit préoccupé par le temps, c'est parce qu'on a subi une contrainte ? Non, c'est pas ça. C'est on était obligé un petit peu de mesurer le temps, parce que dans la mesure où on se déplace vite, etc. Du temps où l'Homo sapiens, il n'a pas besoin de mesurer le temps, lui. Et nous on a besoin, parce qu'on va prendre l'avion, on va aller de l'autre côté de la Terre, donc on a besoin de mesurer le temps. Mais c'est vrai que si, en fait, c'est pas le politique, dès qu'il a compris que le temps était important, tant que le temps était pas important, le politique il avait pas à diffuser le temps. Mais une fois que le temps a été diffusé, dès que les gens se sont intéressés au temps, donc ça on arrive au 14, 15e, 16e siècle. Avant, les gens ils avaient pas de montre, ils avaient même pas de cadran solaire, ils avaient pas, c'était réservé à une élite. Mais dès qu'ils se sont aperçus que les gens commençaient à avoir le temps, là il y a eu un besoin de maîtriser le temps et de maîtriser la diffusion du temps. Et c'est comme ça que même à Nice, encore aujourd'hui, à midi, on tire un coup de canon à midi. Alors pour des raisons historiques, etc. Mais c'est un signe de l'appréhension du temps. On tire un coup de canon. À Paris, c'est pareil. Il y a un canon dans les jardins du Palais Royal qui, à midi, tire un coup de canon pour indiquer à la population, il est midi. Et tu nous disais aussi d'où venait le fait que la minute soit divisée en 60 secondes oui, alors ça, c'était... et l'heure en 60 minutes. D'où vient ces 60 qui embêtent tant les élèves ? Pour les physiciens, on comprend bien, au bout du compte, que ça puisse correspondre à une fréquence. Voilà, ça c'est au bout du compte, c'est bien carré. Mais ça vient d'où cette nous, histoire ? ça vient des Babyloniens, 60, 50, parce que les Babyloniens travaillaient au niveau arithmétique, au niveau mathématique, en base 60. Les Arabes ont travaillé en base 10 et en fait nous aussi on est en base décimale, alors que les Babyloniens eux travaillaient en base 60. Et comme effectivement d'abord c'est les Égyptiens qui ont divisé la nuit en 12 heures et après le jour en 12 heures et puis après le jour en 24 heures. Non, ils divisaient la nuit en 12 heures, le jour en 12 heures et l'ensemble de la journée en 24 heures. Et c'est les Babyloniens qui après eux se sont appropriés ça. Et comme ils raisonnaient en base 60, et ils ont dit dans chaque heure il va y avoir 60 minutes et dans chaque minute il va y avoir 60 secondes. S'ils avaient effectivement raisonné d'une façon décimale, on aurait une autre approche du temps. Et il y a eu d'ailleurs en France pendant 10 ans, entre 1792 et 1806,
où la révolution a repris et a divisé effectivement. Donc là c'était par 100. Il y avait 100 minutes dans 1 heure et 100 secondes dans 1 minute en fait. Mais en fait ça n'a pas duré. Napoléon est arrivé, il a dit non, ça va pas. On revient à la démarche précédente de décompte du temps. Donc c'est juste une norme. C'est juste une norme, voilà. Comme les normes comptables, voilà. Pareil. Exactement, c'est juste des normes. Hein. C'est politique. Et c'est avant tout politique. Donc voilà, pour vous montrer que c'était passionnant, parce qu'on a eu plein de choses aussi sur les explications d'évolution des différents calendriers et tout ça, les jours qui manquaient, les jours qu'il a fallu rajouter, des années qui duraient jusqu'à 455 jours, parce qu'il fallait qu'on rattrape le temps qu'on avait perdu. Et puis on a fini l'après-midi avec une autre intervention, celle de Claire Naute, qui nous a parlé d'une autre manière d'appréhender le temps, qui est le temps de la microélectronique. Alors toi, Claire, tu es partie d'une inversion. Tu nous as dit, moi, alors je saurais pas le redire exactement. Vous dites que vous mesurez le laps la durée écoulée entre deux points, deux événements. Une des définitions possibles du temps, c'est de dire que c'est la durée entre deux événements. Or, dans la microélectronique, dans l'électronique en général, au contraire, on va s'intéresser à la durée entre deux événements qui sont les événements de l'horloge qui cadencent les circuits électroniques que l'on utilise. Donc ce cadencement est fait à une certaine fréquence. Donc les fréquences actuelles de travail des circuits est de l'ordre de 3 GHz. Donc pour donner une idée, ça donne un temps de travail pour l'électronique qui est de l'ordre de 200 picosecondes. Donc 200 10 puissance moins 12 secondes. Et ce qui m'a frappé dans ce qui a été dit... C'est-à-dire 0,1102. Oui, c'est ça. Il y a picoseconde, c'est 10 puissance moins 12, donc oui, 11,0. Ouais. Dans la définition du temps des horloges électroniques, Jocelyn nous a signalé que actuellement la seconde, donc qui est définie par rapport au césium, a une définition qui est de l'ordre de la femtoseconde, donc 10 puissance moins 15. Donc on est à 1000 fois la picoseconde. Et donc moi, ça m'a interpellée parce que à l'heure actuelle, IBM, par exemple, a sorti un circuit électronique qui a fonctionné, pas très longtemps parce que c'est très compliqué, à une température très très basse. Il a fonctionné à une fréquence de 500 GHz, ce qui donne une fréquence de 2 picosecondes. Donc 2 picosecondes, on est à 1000, un facteur 1000 par rapport à la définition de la seconde. Donc on voit bien que l'électronique va peut-être pousser la physique à redéfinir de façon encore plus précise peut-être le temps. Mais de toute façon, les mesures qui sont utilisées, les quantités qui sont utilisées dans la microélectronique sont effectivement assez impressionnantes parce que nos téléphones, nos ordinateurs fonctionnent à des vitesses qui sont difficilement imaginables parce que 1 seconde c'est rien du tout, 1 heure d'émission là c'est rien du tout, et là on parle de 10 puissance des fréquences qui sont de l'ordre de 200 picosecondes, donc 200 10 puissance moins 12, et c'est effectivement des temps qu'on a du mal à réaliser. C'est des temps pas humains. Non, tout à fait, oui, c'est difficilement... C'est des temps scientifiques. Oui, c'est à la fois c'est scientifique, mais là, on n'est pas du tout aussi dans la relativité, dans toutes les théories qui intéressent les physiciens, soit dans l'infiniment grand ou dans l'infiniment petit. Là, nous, dans l'électronique, c'est du temps qui est petit, mais qui est quand même très mesurable et très vrai et qui est pratique, puisque tout le monde utilise son téléphone et son ordinateur. Donc, on est vraiment dans le concret, là. Mais oui. De très petit. Oui, mais voilà, c'est le concret 1 million de milliardièmes de seconde, c'est du concret quand même difficile à appréhender quand même. En fait, parce que puissance moins 15, ça fait 1 million de milliardièmes de seconde. Ça fait pas grand chose. En fait, c'est ce que tu disais, c'est qu'en fait, le travail que tu fais dans la microélectronique, ça consiste à optimiser ce qui va se passer dans ce laps de temps extrêmement faible et même à la limite de l'imaginable. Il faut que on n'est pas dans l'abstrait effectivement éventuellement du travail, comme tu dis, de certaines parties de la physique qui là on est dans qu'est-ce qui va pouvoir se faire comme le courant passe pas pour transférer des informations, donner des choses, et que l'ordinateur ou le téléphone fasse des choses dans ce laps de temps extrêmement court, et qu'il faut raccourcir de plus en plus, soit en améliorant les transistors, tu nous as expliqué, soit en optimisant la manière dont sont construits les circuits,
pour que on puisse accélérer le temps de la microélectronique, en fait. Tout à fait. Et c'est par exemple, je sais pas si je regarde la reconnaissance visuelle, par exemple, où on demande au processeur d'être très rapide. On n'a pas envie d'attendre une demi-heure pour reconnaître ce qu'on a envie de reconnaître. Ou si on regarde les voitures intelligentes, il va falloir les voitures sans chauffeur, il va falloir qu'elles réagissent dans un temps qui n'est pas humain, puisqu'on veut qu'elles freinent s'il y a quelqu'un qui traverse avant même que la personne l'ait vu. Et il y a donc cette demande d'accélération, mais par contre la fonctionnalité, elle doit être faite. Donc effectivement, le travail que je fais, c'est d'optimiser le temps qui est mis pour faire une certaine fonction et de trouver toutes les techniques qui permettent de faire une fonctionnalité dans le moins de temps possible et de chaque année même d'en faire plus dans moins de temps. Moi, ça m'évoque, si on veut revenir à l'humain, le réflexe. Je pense que les ordinateurs sont même au-delà du réflexe. Les ordinateurs, à l'heure actuelle, réagissent plus vite que l'humain. Et la voiture va freiner plus vite que toi. Sans parler de temps de réaction, mais de comportement. Ça m'évoque en tant qu'humain, ça m'évoque le réflexe. Mon réflexe, il est plus rapide en tout cas, j'ai le sentiment qu'il est plus rapide que ma pensée. Si je réfléchis, je renverse la personne. Effectivement, les machines aujourd'hui ne réfléchissent pas. On est dans un domaine très rationnel qui est le domaine binaire de l'électronique, donc des 0 et des 1. Donc on est dans un domaine tout à fait rationnel et prédictif en fait. Donc il n'y a pas de réflexion. Alors on parle d'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle, ça sera sur des programmations en fait qui utilisent cette électronique qui, à l'heure actuelle, avec les technologies de silicium actuelles, reste basée sur du binaire. Il y a des études qui partent sur des réseaux neuronaux, etc., d'autres technologies, mais là, je parlais que du... Le binaire, c'est 0 ou 1, ouvert ou fermé. C'est ça, oui, tout à fait. Oui, le binaire, c'est la base 2, et les Babyloniens, ils avaient la base 60. Puis là, on est sur le même principe, sauf qu'on est revenu une base binaire. Voilà. Voilà. Et ce que Claire disait, c'est que effectivement, on parle intelligence artificielle, on en demande toujours plus, mais là, on arrive à une frontière même en termes de nombre de nanosecondes dans lesquelles on est en train de travailler, les fréquences dont parle Claire, qui font que on se rapproche du temps de l'epsilon d'écart qu'il existe dans le temps des physiciens pour la définition de la seconde, et que on arrive dans un temps dans une miniature, je sais pas comment le dire, mais dans un infiniment petit qui va être qu'on peut imaginer difficile à continuer à poursuivre cette miniaturisation et cette accélération sur la même base de l'utilisation du silicium, c'est-à-dire quand même d'un matériau qui est une ressource naturelle qui est présent dans la nature, et que c'était un petit peu la conclusion. Enfin, ça amenait à ça, de dire jusqu'où doit-on aller en fait pour accélérer ce temps de la microélectronique. Est-ce qu'il est vraiment souhaitable d'accélérer? De toute façon, si les techniques arrivent, l'accélération arrivera. Et notamment, par exemple, il y a des études aussi pour utiliser la lumière. Là, on sera à 300 000 km par seconde pour transférer des informations. Et donc, mais là, on n'est plus sur le silicium, là, effectivement. On sera dans l'éther. Sur un saut. Une petite réaction des physiciens, là? Parce que, franchement, depuis tout à l'heure, qu'est-ce qu'on vous attaque? Non, une petite réaction, oui. Je voudrais rassurer Bernard, quand même, et tous nos auditeurs. Les physiciens aussi, quand autour d'un bon repas ou d'autres choses, on ne compte pas les picosecondes, ni même les femtosecondes. C'est des humains, les physiciens. Devant ça, nous savons être aussi des personnes très 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 sensibles et très émotives aussi. Quand il y a de quoi s'émouvoir. Mais c'est vrai que vous êtes très ému par cette histoire. Beaucoup d'entre nous, une belle équation, c'est excessivement émouvant et politique. Je préfère un steak au poivre, mais bon, voilà. Voilà, donc rappelez aussi quand même que ce séminaire sur le temps se poursuit demain, qu'entre les interventions, il y a aussi des respirations
voilà, des respirations musicales, des respirations poétiques, de façon à prendre le temps. Et donc demain, on aura des interventions qui seront autour de la temporalité dans les collectifs de makers. Donc on parlera de la temporalité dans les projets collectifs. On aura un philosophe aussi qui viendra nous proposer de repenser le temps et l'espace à l'aune de l'anthropocène, donc sur un temps beaucoup plus long. Et puis on aura aussi une intervention sur comment la blockchain change le rapport au temps, et un économiste qui viendra nous parler d'évaluation et de temps du projet. Est-ce qu'il ne faut pas changer notre regard sur l'évaluation parce que le temps nous y impose, nous demande, voilà. C'est un petit peu ce qu'on aura demain, et c'est donc au 23 route de la Marigarde à Grasse, et vous êtes les bienvenus si ce séminaire sur le temps vous titille. Ou en tout cas, les échanges qui restent dans une ambiance conviviale. Alors pas forcément avec un steak au poivre, mais les chips, c'est pas mal aussi. On va peut-être, Geneviève, si tu veux bien, annoncer une autre manifestation qui va se dérouler à la fin du mois d'avril sur le site de la coopérative Tetris, en partenariat avec la Villa Arson et un collectif d'artistes. Oui, le collectif Halogène, qui sont des étudiants de la Villa Arson, et donc la Villa Arson, sur le site de la SCIC Tetris, donc toujours au 23 route de la Marigarde. Ça commencera... Qu'on repère avec un très vilain pingouin. Non, très sur le parking. Très joli pingouin, mais ça c'est une affaire. L'art, on pourrait faire aussi un séminaire sur l'art et la perception des goûts et des couleurs. Est-ce que une sculpture en plastique sur une cour, c'est beau ou pas beau? Ça dépend de la cour. Revenons à notre programme. Donc on a un programme qui est autour de la construction par les artistes de la Villa Arson de 2 dômes que l'on a appelés des capsules, qui vont être montées à partir du lundi 22. C'est le 22, le lundi, oui, je crois. Le lundi 22 dans la cour. Toute la semaine, il y aura des espaces créatifs autour de ces capsules. C'est-à-dire, venez imaginer des projets, venez les réaliser, venez être dans un espace total de créativité. Et on finira par le 28 et 29 avril, qui seront un samedi et un dimanche, par un week-end festif qu'on a appelé Festicapsule, et dans lequel vous allez avoir samedi après-midi et dimanche après-midi un tas de choses. Alors ça va de choses autour du jardin et de semer des graines, à des démonstrations de drones par Polydrone Riviera, avec un spectacle de cabaret par 1, 2, 3 Impro par les Ni Vus Ni Connus, un repas partagé, un mini-concert, énormément de choses. Et le dimanche, on recommence. Et donc, vous êtes tous et toutes invités à venir participer à la semaine créative et faire la fête autour des capsules le week-end du 28-29 avril 2018. Et il se passe d'autres choses, malgré tout, sur le site de la Marigarde, que vous pouvez retrouver tout au long de la semaine ou des mois. Je pense qu'il faut quand même rappeler qu'il existe un Fab Lab, un laboratoire de fabrication numérique. Donc vous pouvez venir découvrir, si vous ne connaissez pas, le fonctionnement d'une imprimante 3D, d'une découpeuse laser, de ces technologies qui permettent de revisiter notamment la création, qu'il y a aussi la possibilité de venir se familiariser ou d'approfondir ses connaissances en informatique. Oui, on met sur la médiation numérique, donc l'informatique pour toutes et tous, donc quel que soit votre niveau, que ça soit débutant ou beaucoup plus confirmé, vous trouverez forcément un atelier collectif qui vous conviendra. Et puis ne pas oublier aussi que Tetris, c'est une coopérative qui regroupe plusieurs activités. Notamment l'épicerie coopérative La Meute. Mais c'est juste pour dire que La Meute est installée et que il y a la possibilité donc de venir discuter avec les adhérents et bénévoles de La Meute Là, on est sur l'alimentation durable, effectivement. Et puis juste à côté, on trouve Choisir autour de la mobilité à vélo, un atelier vélo, une vélo-école. Donc plein de raisons de venir fréquenter le site de Tetris tout au long de l'année, mais là, pour le week-end des Festicapsules, tout sera ouvert. Vous aurez même un géocaching, une course au trésor à l'intérieur des locaux pour découvrir toutes ces activités. Donc un week-end pour faire la fête à Grasse, dans le secteur de la gare. Merci à toutes et tous, belle soirée.